Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Harold Martin, signataire de l'accord de Nouméa, ancien président du gouvernement, ancien maire de Païta. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à un mois jour pour jour de la date prévue pour le 3e référendum, puisque cette date a été confirmée il y a quelques instants par le haut-commissaire Patrice Faure. Nous y reviendrons dans un instant. Mais tout d'abord, Harold Martin, vous ne vous êtes pas exprimé depuis très longtemps. Alors qu'est-ce qui justifie que vous ayez accepté notre invitation ce midi et que vous sortiez de votre silence? Oui, alors Elisabeth, j'ai répondu à votre invitation parce que là, on arrive à une période où il y a beaucoup de choses à dire. Mais vous savez, je crois que je l'avais déjà dit. Moi, j'ai choisi, après 45 ans, quasiment de vie politique, d'arrêter. Donc, pour moi, puisque j'ai arrêté. Je vais pas aller mettre mon grain de sel tous les jours dans ce que font les élus, nos élus, leur dire toi t'as bien fait, toi t'as mal fait. Non, j'ai horreur de ça d'ailleurs. Ceux qui s'en vont et puis ensuite qui la ramènent, non. Voilà. Mais vous continuez à suivre quand même ce qui se passe? Non, c'est-à-dire que moi, j'ai une responsabilité qui est très forte, c'est celle d'être signataire de l'accord de Nouméa. Moi, j'ai engagé les Calédoniens par ma signature avec quelques autres dans ce processus. On arrive enfin à la fin. Et je veux pas rater la fin. Et puis, je veux pas rater le résultat. Parce que le résultat, il sera de toute façon clair et net. Et donc, pour moi, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, nous sommes à un mois, jour pour jour, du 3e référendum. C'est confirmé. Ce sera le 12 décembre prochain. L'État a décidé de maintenir cette date alors qu'il y avait un certain nombre d'hésitations, qu'on parlait d'un possible report en raison de la situation sanitaire. Vous êtes satisfait du maintien de la date? Alors, je suis très satisfait. D'autant qu'on a attendu 3 ans, parce que l'accord de Nouméa, il était terminé depuis décembre 2018. 3 ans après, c'est-à-dire grosso modo 15% de plus, ça fait long quand même, 3 ans de plus, ça fait long. Surtout à mon âge, vous voyez, bon, ouais. Après, moi j'en ai jamais douté du 12. Pourquoi? Parce que les nôtres qui sont allés à Paris, et en particulier Sonia Baquès a magistralement bien mené cette affaire, et à partir du moment où, suite à cette réunion à Paris, il avait été dit le 12, j'ai été persuadé que ça allait se maintenir, envers et contre tout. Alors, sauf si, évidemment, il y avait eu une crise sanitaire majeure. Mais les déclarations du ministre, elles ont été très claires, les déclarations du Premier ministre ont été claires, enfin voilà. Et puis, l'État a montré qu'il était déterminé, qu'il voulait aller jusqu'au bout. J'allais dire enfin, mais Dieu merci, en envoyant des moyens considérables ici pour maintenir l'ordre. Il a pris toutes les précautions, toutes les dispositions, etc. Donc il n'allait pas renoncer, parce que la fantaisie là de cette élection, si je puis dire appeler les choses comme ça coûtera de l'ordre de 5 milliards à l'État. 5 milliards, c'est quand même pas rien. Voilà. Alors vous attendiez impatiemment ce 3e référendum, nous dites-vous, il fallait qu'il arrive, il fallait qu'il se déroule. Pourquoi? C'est quoi la signification de ce 3e référendum? Voilà. C'est la fin de l'accord de Nouméa pour vous? Alors ça, c'est une question, Elisabeth, essentielle. Et je trouve qu'on n'en parle pas, c'est pour ça que je viens chez vous. D'abord, ça va être quand même, ce référendum du 12, ça va être une délivrance. Ça va être une délivrance. Pourquoi? Parce que ça veut dire très clairement la fin de l'accord de Nouméa. Et moi, je voudrais bien rappeler le contexte de l'affaire de Nouméa, pour bien le faire comprendre aux Calédoniens. En 98, l'État socialiste très fort au pouvoir nous impose toute une série de compromis vis-à-vis des indépendantistes, mais qui vont à notre détriment et à l'avantage des indépendantistes. Alors je l'ai dit plusieurs fois sur votre radio, c'est la restriction du corps électoral, mais c'est la surreprésentation des provinces nord et îles, notamment au Congrès, ce qui nous a fait perdre la majorité aujourd'hui. C'est la clé de répartition, 900 milliards de plus sur la période aux provinces nord et îles, au détriment de qui? De la province nord, de la province sud, pardon, de nous. Bon, et puis j'en passe, je vais pas redire ce que j'ai souvent dit ici. Ça a été l'accord de Nouméa, ça a été quand même un calvaire pour nous, je vous le dis, un calvaire d'accepter tout ça. Mais pourquoi on l'a accepté? Parce qu'il y avait eu 10 ans de paix, et pour nous c'était essentiel de prolonger cette paix. Il fallait continuer le dialogue avec les indépendantistes, mais surtout on a accepté parce qu'on savait qu'au bout de cette période de 20 ans, il y aurait un référendum qu'on gagnerait. Et à l'époque, on se disait, on va essayer de négocier pour en sortir avant et trouver une solution avec les indépendantistes, parce que l'indépendance, ça tenait pas la route en 98. On est aujourd'hui en 2021, ça tient toujours pas la route, ça tiendra pas la route demain, etc. Voilà. Alors on se disait, au mieux, on arrive à négocier, en sortir avant. Mais au pire, on va jusqu'à la période des 20 ans. Mais puis au moins, à l'issue de cette période, Elisabeth, on gagnera
en gagnant le référendum, évidemment, mais on gagnera le droit inexorable à être durablement dans la République. Et ça, c'est la formule essentielle. Parce que l'accord de Nouméa nous a mis à côté de la République. Alors certes, on est toujours français, certes, on a un passeport français, mais on n'est plus exactement dans la République. On a une place à part dans la Constitution française. Comment ? On a une place à part dans la Constitution. Voilà, on est à côté. Donc on a accepté tout ça. Puis en plus, je vais vous dire, on a accepté beaucoup, mais ensuite, Chris Nart, les hauts fonctionnaires socialistes, plus tous les hauts fonctionnaires en général, nous ont fait avaler des tas de couleuvres en cours de route. Des tas de couleuvres. Ils ont même triché. Enfin, attendez, l'accord de Nouméa, on le vote avec un corps électoral glissant. Chris Nart, en romancier à Paris, il arrive encore à faire changer ça pour que ça devienne un corps électoral gelé. Et puis, je ne raconte pas toutes les choses trappes qu'il nous a mis en cours de route. Ben, vous savez, je voudrais le dire ici. Nous, on a été exemplaires pendant 20 ans. On a courbé les chines, pour tout dire. On a courbé les chines parce qu'on voulait arriver au bout. Voilà, on voulait arriver au bout. Et puis, on a courbé les chines, mais en plus de ça, on a fait tout le boulot. Le transfert de compétences, mais qui l'a fait, mais nous, moi en particulier, en 2 fois au gouvernement, ça a été un sacré travail. Parce que les indépendantistes réclament le transfert de compétences, mais ensuite ils s'en occupent pas, ils s'en foutent. Royalement, ils s'en foutent, c'est la vérité. Aujourd'hui aussi, ils s'en foutent. Voilà. Bon, on a fait tout ça. D'ailleurs, je voudrais vous dire que jamais personne nous a félicité pour ça. Tous les commentateurs de la vie politique que je vois comme ceux du plateau d'NC Première hier, voilà. Mais nous, on n'existe pas. Jamais ils ont mis en relief tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a accepté. Parce que, j'insiste un peu dessus, mais quand même, en 98, c'est pas la démocratie qu'on a accepté. C'est pas la démocratie. On a été en dehors de la démocratie. Qu'est-ce que c'est un pays où, on vous réduit le corps électoral, et 2, il y a une surreprésentation, c'est-à-dire un homme égale pas une voix. Mais où on a vu ça? Mais nulle part sur la planète. On a accepté tout ça. Aujourd'hui, il y a personne qui nous dit merci. Aujourd'hui, il y a personne qui nous rend grâce. Voilà. Donc pendant 23 ans, vous avez fait ces concessions. On arrive au terme, là. On arrive au bout. 3e référendum. Et après, qu'est-ce qui se passe? Parce que tout le but, c'est quand même de trouver une solution d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on va y arriver au bout de ces 23 ans? Voilà, c'est pour ça que je viens sur votre plateau, Elisabeth. Parce que je ne voudrais pas qu'on nous vole notre victoire. On a passé 20 ans, je l'ai bien dit, bien commenté. Il ne faut pas qu'on nous vole la victoire. À ce droit inexorable à être durablement dans la République. Alors, je vais vous dire, nos élus. Moi, je trouve qu'à l'exercice du pouvoir, ils ont progressé, sont devenus bons. Sonia Backès, elle est effectivement bonne. Faut lui reconnaître à Sonia Backès qu'elle nous a décroché la date du 12 décembre, c'est elle. Parce que on connaît tous Sonia, elle est d'une grande activité, et quand elle vous prend au mollet, elle lâche pas, elle n'a pas lâché sur le sujet, voilà. Donc faut lui reconnaître ça. Il y a des jeunes qui arrivent derrière comme Melsdorf a vraiment un talent sur le plan politique, comme Gigès qui est un travailleur acharné, qui maîtrise l'économie, etc., voilà. Mais ce que je leur reproche très clairement, c'est que dès lors qu'il s'agit, après le 13, d'établir une stratégie pour savoir ce qu'on va faire, et ben là, il n'y a plus personne. Voilà. Souvenez-vous, au 2e référendum, je l'avais dit ici, ils gagnent le référendum, et le soir, quand ils sont sur le plateau de télévision, ils se font moquer par les indépendantistes qui ont perdu. C'est quand même extraordinaire, parce qu'ils n'ont rien à dire. Alors, faut voir avec l'État, faut discuter, c'est pas ça. Ils n'ont pas de stratégie. Alors, vous en avez une à leur proposer ou à travailler avec eux? Je vois bien qu'aujourd'hui, ils n'en ont pas de nouveau, parce que je les entends, là, les uns les autres. Vous l'entendez comme moi, le refrain qui chantent les uns et les autres, ce fameux refrain. C'est il y a une période de 18 mois et puis il y a un référendum qui a été proposé par le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, et accepté a priori par tout le monde. 10 mois de transition jusqu'en juin 2023. Oui, mais attendez, moi, signataire de l'accord de Nouméa, est-ce que j'ai accepté ça, ce que dit le ministre? Je comprends pourquoi le ministre a fait ça, c'est gentil, etc. Sauf que c'est écrit nulle part. Elle est où la loi? Voilà, la loi. Il y a un référendum de projet, mais qui c'est qui a dit ça? Personne. Bon, voilà. Qui c'est qui a écrit ça? Voilà. Donc ce refrain, il le chante tout ça. Alors on va discuter. Donc à la force de le chanter, dans le refrain, il dérape. Regardez, Belzor, pour qui je viens de dire du bien, il a dérapé. Quand il dit, quand le téléspectateur, enfin un auditeur d'NC Première lui pose la question quand il est à la radio lundi matin, et il répond. Oui, alors, pour le corps électoral, on va voir. Je sais pas si pour le référendum de projet, tout le monde pourra voter ou pas. Non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Quand il dit, j'en ai prêt à discuter de toutes les compétences régaliennes. Mais alors, c'était pas la peine de faire un référendum si on discute des compétences régaliennes. Voilà. À force de chanter le refrain, ils ont un peu perdu le fil. Alors vous voulez parler de quoi?
il faut avoir une stratégie. Et moi, je suis venu ici pour vous parler en grand de la stratégie. C'est très clair. Donc, au lendemain du 13, je mets le compte à rebours. Pourquoi ? Vous savez, j'ai fait faire une étude juridique à Paris qui a coûté très cher et je remercie d'ailleurs ceux qui m'ont aidé à la financer. Où 3 sommités de droit ont travaillé. Ils sont connus à Paris, reconnus, ils ont publié, etc. Pour travailler sur la sortie de l'accord. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que une fois qu'on a passé le 3e référendum, l'accord de Nouméa est terminé. Terminé. Fini. Il n'y en a plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la restriction du corps électoral, elle tombe tout de suite. Ah oui, elle tombe. C'est fini. Puisque l'accord de Nouméa est fini et c'était lié à l'accord de Nouméa. Ce que disent bien nos juristes. Voilà. Aussi donc, bien pour le corps électoral provincial que pour électoral pour la consultation. Il n'y a plus de restriction de corps électoral. Donc, ça veut dire que le lundi matin, le 13 à 6h du matin, on branche le compte à rebours et on commence à demander à l'État de supprimer cette restriction du corps électoral et de revenir à une seule liste électorale qui regroupe tout le monde, la liste générale. Donc la liste spéciale de ceci, la liste spéciale de cela, etc. Terminé. On a assez donné. 23 ans. Voilà. Ça, c'est l'élément numéro 1. Et je le dis aux Calédoniens, ils peuvent compter sur ma détermination et je leur demande en retour de rester mobilisés parce que si on voit que ça patine, il faudra réagir sérieusement. Et puis, quand on est dans les périodes comme ça, préélectorales, il y a toujours des choses à demander, on est toujours mieux entendu. Voilà. Bon. Ça, c'est le premier élément. C'est essentiel parce que, je vais dire en clair les choses, de supprimer la restriction du corps électoral, c'est quand même de garantir notre avenir. Voilà. Bon. Mais deuxièmement, s'il n'y a plus d'accord de Nouméa, donc forcément qu'il n'y a plus de statut transitoire. Il ne doit plus y avoir de statut transitoire. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, je l'explique rapidement, c'est que comme l'accord de Nouméa a des principes qui sont contraires à la Constitution française, pour trouver la solution, les socialistes à l'époque, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Au chapitre 13, ils nous ont mis statut transitoire, c'est-à-dire que voilà, on viole les principes, mais comme on est transitoire, on ne pourra pas les violer toute la vie, mais ça peut encore aller. Mais c'était lié à l'accord de Nouméa, avec tout ce que voulait dire l'accord de Nouméa. Donc il n'y a plus d'accord de Nouméa, il ne doit plus y avoir de statut transitoire. Donc il y a une modification de la Constitution. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a plus de statut, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on penche d'un côté ou de l'autre, ou de l'indépendance, ou de la République, mais comme on aura gagné ce référendum, on va pencher du côté de la République. Et donc il faudra que l'État prenne les mesures pour nous réintégrer dans la République. C'est fondamental, c'est fondamental. On s'est battu pour ça pendant 23 ans, c'est fondamental. Il faut arriver à ça dans les meilleurs délais. Et puis pas commencer à dire que je te discute 18 mois, etc. Non, c'est le droit qu'on a gagné, par nos suffrages, que les Calédoniens ont gagné. Ils en ont supporté beaucoup, voilà, pour arriver à ce résultat. Être durablement dans la République. Alors, je vous fais une précision d'importance sur le sujet. C'est que quand le comité des signataires a été reçu par le président de la République à l'Élysée, avant le référendum de 2018, on était en fin 2017, qu'est-ce que nous a dit le président de la République à une très bonne question posée par Paul Néotine. Paul Néotine lui a dit, Monsieur le président de la République, nous, on a signé l'accord de Nouméa qui est pour nous un accord de décolonisation. Donc il faut qu'au bout du compte, on ait ou l'indépendance ou alors l'indépendance association, mais il faut qu'on ait quelque chose puisque c'est la décolonisation. Le président de la République lui a regardé dans les yeux et lui a dit « Monsieur Néotine, d'abord, l'indépendance association n'existe pas. » Donc ça, je le redis à tous ceux-là qui de temps à autre s'agitent sur des statuts particuliers, etc. Ça n'existe pas. Il lui a dit « Monsieur Néotine, vous êtes dans un processus qui se termine par un référendum. Si les Calédoniens décident de l'indépendance, je mettrai en œuvre l'indépendance tout de suite. Maintenant, si les Calédoniens choisissent la République, j'en tirerai toutes les conséquences et je réintégrerai la Nouvelle-Calédonie dans la République française. » C'est ça qu'il a dit le président de la République. Et vous en demanderez la mise en œuvre donc dès le lendemain de ce troisième référendum. Bien sûr. Avec quel statut quand même ? Il va bien falloir discuter, c'est ce qu'on fait en Calédonie depuis 30 ans. Il va bien falloir trouver quelles sont les modalités de ce nouveau statut. Oui, mais Elisabeth, vous voyez bien le truc. Si on commence à discuter d'un statut, mes vêtements finiront par être démodés. Vous voyez bien, vous savez bien, surtout que là, c'est un truc ouvert comme ça, se mettre d'accord, peut-être on peut se mettre d'accord jamais. Voilà. Surtout que si on retourne dans ce cycle, les indépendantistes vont nous dire qu'ils vont nous demander la lune comme d'habitude. Enfin non.
Il faut modifier l'accord de Nouméa. Il faut supprimer ce qui est anticonstitutionnel. Il y avait déjà le corps électoral, voilà, c'était déjà un élément important. Puis il y a 2-3 autres choses. Mais enfin, tout ça, ça s'ajuste. Regardez, Elisabeth, c'est pas la lune ce que je dis. Regardez, la Polynésie française, ils ont un gouvernement, ils ont une large autonomie, ils sont eux dans la République française. Souvent, les Polynésiens, c'est un peu plus malin que nous, hein. Oui. Ils sont dans la République française, eux. On n'a qu'à avoir le même statut que la Polynésie avec le gouvernement en moins, hein, parce que bon. Et ça se discutera directement avec l'État, selon vous. Mais en plus, je considère que stratégiquement, le fait de commencer à réintégrer la République, ça fera évoluer les choses ici. Voilà. De toute façon. Alors, on voit bien la suite, hein. On voit bien la suite. On va pas en parler maintenant parce que c'est trop lent, mais on voit bien la suite, hein. Les indépendantistes, faut les respecter. Il s'agit pas de les piétiner, bien entendu. Moi, je vois quoi? C'est que les indépendantistes sont très majoritaires pour l'indépendance dans les provinces nord et îles. Et chacun fera comme il veut dans sa province. Toute la politique, elle redeviendra provinciale. Chacun mettra en place ses politiques publiques, sa politique fiscale, économique, mais tout ça au sein de la République. Et comme ils auront pas assez d'argent, ils demanderont à l'État d'assurer leur fin de mois. Enfin voilà, de toute façon, l'État. C'est-à-dire un statut de différenciation provinciale, comme on l'a dit, qui est la solution pour. Alors, les indépendantistes, quand même, on doit en parler. Oui. Le référendum est confirmé pour le 12 décembre. Ils vont confirmer, on l'imagine, leur non-participation au scrutin. Quelles conséquences ça peut avoir? Est-ce que ça vous inquiète ou non? Est-ce que vous trouvez normal qu'ils décident de ne pas participer? Ça m'inquiète pas, Elisabeth, pas du tout. Pourquoi? Parce que l'État, au moins, a eu le mérite d'être clair. Donc les indépendantistes ont bien compris que, comme moi, que ce référendum aurait lieu. Les indépendantistes ont dit qu'ils participeraient pas, c'est leur droit. Et puis ils ont passé, là je le constate, un certain nombre de messages de sagesse ces derniers temps, en disant que fallait pas de provocation, fallait ouvrir les bureaux de vote, fallait pas aller aux urnes, etc. Peut-être que c'est difficile à comprendre quand on n'est pas dedans, mais c'est la seule façon pour les indépendantistes de s'en sortir. Pourquoi? Parce que les indépendantistes ont répété qu'ils allaient gagner. Ah vous avez vu, au premier référendum, on a fait beaucoup plus que prévu. Ah vous avez le deuxième, on a à quelques pourcents des loyalistes. Ah le troisième, on va le gagner. À force de dire ça, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir expliquer à leurs troupes le jour où ils ont perdu? Parce que si on avait été tous ensemble au troisième référendum, ils l'auraient perdu, bien évidemment. Ouais, je sais bien pourquoi. Comment ils s'en sortent de cette situation? Comment ils s'en sortent? Voilà. Ils se sont mis dans une nasse et je pense que les indépendantistes, aujourd'hui, veulent sauver leur tête, quoi. Hein. Ils veulent pas se retrouver la tête dans leurs mains, quoi. Hein. Oui. Non, ils en sont là. Alors, mais moi, je voudrais en parler de ça parce que je considère que de cette situation dans laquelle ils sont, les indépendantistes, ils sont pas tout à fait responsables. Ils n'ont pas été naïfs. Non, vous savez, ils ont tout simplement cru à ce que Chris Nart leur a raconté depuis 30 ans. Chris Nart, son obsession, c'est la Calédonie indépendante. Il vit pour ça. C'est le combat de sa vie. Voilà. Il n'a jamais fait que ça d'ailleurs. Voilà. Il a été toujours omniprésent. Et il a toujours fait croire aux indépendantistes que, ce qu'il avait mis en mal, ce qu'il avait imaginé, ce qu'il nous avait fait, je l'ai dit tout à l'heure, avaler, gober, etc., ça allait finir par être indépendant. Regardez, quand il arrive à faire modifier le corps électoral, glissant corps électoral gelé, il dit aux indépendantistes, vous voyez, comme ça, vous êtes majoritaire, on va y arriver. Il aura tout le temps vendu ça. Mais pas que Chris Nart, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Latasse? Mais il faisait pareil. Qu'est-ce que faisaient les hauts fonctionnaires de l'État? Vous savez, du temps de Sarkozy, il avait un conseiller à l'outre-mer qui s'appelait Biancarelli, que j'ai bien connu. Je m'étais plaint parce que Biancarelli tenait le même langage. Pourquoi? Pour être tranquille. Oui, attendez, on va vous donner l'indépendance, voilà. Et donc, ils ont été abusés. Moi, je reconnais franchement que les indépendantistes ont été abusés. Ils ont cru aux représentants de l'État. Oui, ils n'avaient pas de raison de ne pas le croire, voilà. Alors cette non-participation, c'est une façon de sauver la face. Oui. Ça vous inquiète pas quand même? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, malgré les appels au calme qu'on entend, notamment de la part de l'Union calédonienne, est-ce qu'il n'y a pas un risque de débordement sur le terrain? Les Calédoniens peuvent être peut-être un peu inquiets? Non, il n'y a aucune raison d'être inquiet parce que le déploiement de force de l'État est quand même très conséquent. Enfin, moi, j'ai jamais vu une situation pareille. J'ai jamais imaginé que je verrais ça ici dans ma vie en Nouvelle-Calédonie, un tel déploiement de force. Les 2000 gendarmes, les effectifs du raid multipliés par 10, les 30 VBRG, alors qu'on n'a jamais eu 4 ou 5 dans le pays, etc., etc. Et puis la détermination de l'État. Ça correspond d'ailleurs au style de M. Macron, hein, sa détermination. Quand il dit les choses, il y va, voilà. Les indépendantistes ont parfaitement compris. Le ministre a bien joué son rôle de ministre de l'Outre-mer. Je lui ai dit d'ailleurs au ministre, parce que j'avais dit du mal de lui au départ. Au départ, je l'avais condamné. Mais il a bien rectifié
rectifié le tir. Il vous a convaincu? Oui, mais pourquoi? Parce que c'est ça qu'il faut, c'est d'avoir un véritable ministre qui vient ici, qui discute avec les uns les autres. Il a suffisamment discuté avec l'UC. Et l'UC, les gens de l'UC, mais comme du Palicat d'ailleurs, ils comptent sur lui pour en sortir au bout du compte, pour en sortir la tête haut, la tête sur les épaules, pas la tête par terre, voilà. Mais tout de même, du fait de votre grande expérience, vous vous en doutez, quelle va être la validité de ce scrutin? Est-ce que les organisations internationales, un certain nombre de composantes politiques, même certains en métropole, est-ce que le résultat de ce scrutin ne va pas être contesté dans la mesure où une partie du corps électoral ne va pas participer? Alors vous savez, Elisabeth, je vais vous dire, vous avez toujours tout un tas de spécialistes qui se identifient eux-mêmes spécialistes, qui parlent de l'ONU, etc. D'ailleurs, dans votre club politique, là, il y en a qui parlent de l'ONU, etc. C'est tous des gens qui n'y ont jamais été. Ils savent pas de quoi ils parlent. Moi, j'y ai été 2 fois. Et j'ai pris le temps de voir les uns les autres. Le comité des 24, où ils sont d'ailleurs 48, le comité des 24, vous savez, c'est devenu la Calédonie un sujet très très secondaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les efforts de la France, ils ont vu la chance des Kanaks de vivre dans un ensemble français. Pourquoi? Parce que dans le comité des 24, ils ont affaire à des territoires qui crèvent la faim. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc, ils ont bien compris que ici, en Calédonie, tous ensemble, on était des enfants gâtés de la République. Ils n'ont pas compris. Ils sont venus suffisamment ici pour voir. Ensuite, il y a l'ambassadeur qui fait du bon travail. Et aujourd'hui, comment voulez-vous qu'à l'ONU, ils puissent soutenir des gens qui viennent demander le référendum et puis qui veulent pas le faire et puis en plus qui tombent dans la violence? Ça marche pas avec l'ONU, hein, ça marche pas. Mais vous savez, les uns et les autres le disent jamais, ça. Mais il y a pour accéder à l'indépendance vis-à-vis de ce comité des 24, il y a un point qui est essentiel. C'est qu'il faut garder le même niveau de vie. Ils ont qu'à lire le document de l'État pour comprendre qu'il n'y a pas le même niveau de vie. Mais ils le savent très bien. L'ONU viendra pas mettre son grain de sel là-dedans. Et puis, vous savez, l'État français est quand même une grande nation. Ils ont des vrais diplomates qui font leur boulot et voilà, il n'y aura pas de souci. Mais en plus, franchement, c'est pas le sujet. Le ministre l'a suffisamment raconté. Voilà. Alors, bien sûr, je vois encore hier soir à la télévision des gens qui racontent n'importe quoi. Bon, voilà. Bien sûr, il y en aura toujours. Moi, je dis aux Calédoniens. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous pouvez avoir confiance. Le référendum, on y va. Il faut surtout tous aller voter. Il faut un maximum de voix. Et dès le 13, on met le compte à rebours pour obtenir ce droit inexorable, je vous l'ai dit, ce droit inexorable à être durablement dans la République. C'est ça qui compte. C'est aussi la question que je voulais vous poser. Autre risque, est-ce qu'avec la non-participation des indépendantistes, il n'y a pas une possibilité de démobilisation du camp des partisans du maintien de la Calédonie dans la France? Est-ce qu'il ne faut pas dire que c'est pas la peine d'y aller puisque personne n'y va? Oui. Alors, c'est sûr que c'est toujours plus facile de ne rien faire, bien évidemment. Moi, j'ai dit aux Calédoniens, faites surtout pas ça, quoi. Mais je ne le crois pas. Je crois que les individus sont suffisamment motivés. Et puis surtout, il faut bien qu'ils comprennent que, voilà, on est arrivé au bout. On va pouvoir enfin régler cette question de l'indépendance ou de la République, définitivement. Mais je le dis d'autant plus que faut se rappeler que quand ça a commencé ici, les événements, notre place, elle n'était pas reconnue ici, à nous, loyalistes, elle n'était pas reconnue. Notre place. À l'ONU, elle n'était pas reconnue. Eh oui. D'ailleurs, je vous l'ai dit déjà, cette radio, Pisani, tout le monde se souvient de Pisani, il avait fait faire étudier par l'armée française le renvoi en métropole de 70 000 Calédoniens. Blancs, comme ils disaient à l'époque. Ah oui. Mais ça, c'est tout le travail qu'on a fait. Donc, des fois, j'entends certains dire, ça servait à quoi l'accord de Nouméa? Oui, ça servait à tout ça, quoi. Aujourd'hui, notre place, elle est reconnue, elle est identifiée, elle est clairement définie. La seule question, c'est indépendance ou République. Et au lendemain du 13, on va régler ça. C'est pour ça qu'il faut aller massivement voter. Parce que faut bien que les Calédoniens sentent qu'ils ont quelque chose à décrocher, là. Ils ont la timbale à décrocher. Parce que c'est ça, quoi. Ouais. Alors, en attendant, donc on vous a bien compris, en attendant, c'est la semaine prochaine, jeudi, la déclaration de politique générale du président du gouvernement, Louis Mapou. On n'a pas beaucoup parlé, vous n'en avez pas beaucoup parlé. Vous avez été vous-même président du gouvernement, on le sait. Quel regard vous portez sur la gestion du gouvernement Mapou? Alors, moi je dis que c'est extrêmement difficile de gérer le gouvernement parce que c'est une espèce d'usine à gaz. Enfin, c'est un système qu'on voit bien, on est arrivé au bout. Donc je trouve que M. Mapou a beaucoup de mérite de présider le gouvernement dans une situation pareille. Alors vous me direz qu'il l'a voulu. Mais moi, qu'est-ce que je constate?
Je constate que, grosso modo, Mapou, il fait bien son boulot. Moi, certains m'avaient dit que Mapou allait faire ceci, allait faire cela. Non, il fait marcher les institutions, il permet au gouvernement de fonctionner dans la collégialité. Chaque membre du gouvernement qui a ses différentes compétences, exerce son boulot. Je vois, par exemple, Gigès, dont j'ai parlé tout à l'heure, il travaille, il fait tout un tas de choses. Je vois la vice-présidente, c'est Mapou, qui a voulu avoir cette vice-présidente, Isabelle Chamorro, qui est dans notre camp. Elle fait un bon binôme, un bon duo avec monsieur le vice-recteur, et qui s'appelle plus comme ça d'ailleurs aujourd'hui. C'est une formule ancienne. Bon, elle fait de l'excellent travail. Donc le gouvernement, il fonctionne. Alors, je vais vous dire, aujourd'hui, c'est quoi la différence entre le 17e et le 16e ? Il n'y a pas de différence, voilà, il n'y a pas vraiment de différence. Alors, on va voir avec la politique générale de M. Mapou. Mais il n'y a pas beaucoup de différence. Mais après, ce 17e gouvernement, il ne sera jamais très performant comme était le 16e. Pourquoi ? Parce que c'est le système qui veut ça. Ça marche pas, voilà. C'est fini, ça. Il faut qu'on en sorte. Le gouvernement collégial faut en sortir dans le statut qui verra le jour après le 13 décembre ? Alors, ça va être les discussions. Là, il faudra bien avoir des discussions avec les indépendantistes. Mais puisque vous me relancez sur la question, je dis bien les choses par ordre. Hein. C'est le 13, plus de corps électoral restreint, liste générale. Et puis deuxièmement, retour au sein de la République. J'ai encore dans l'oreille ce qu'a dit le président de la République en regardant droit dans les yeux, M. Néotine. Il a dit, mais si les Calédoniens choisissent l'indépendance, je mettrai l'indépendance en œuvre dans les meilleurs délais. Et il a dit la même chose pour la République, donc voilà. Donc la date essentielle, c'est dans un mois maintenant, le 12 décembre, la clôture pour vous de l'accord de Nouméa avec ce 3e référendum. Voilà, alors c'est la clôture de Nouméa, voilà. Donc c'est tout à fait important. Après, Isabelle, je voudrais quand même dire deux mots sur les acteurs politiques de l'État. Je vous ai dit ce qu'avait dit le président de la République. Moi, je constate que le président de la République, il s'y est toujours tenu. Il s'y est toujours tenu à ce qu'il avait dit, hein, voilà. Moi, j'ai jamais entendu, en 30 ans, j'ai jamais entendu un Premier ministre de la France dire « Le président de la République, moi le Premier ministre et mon gouvernement, on est pour la Calédonie française », par 2 reprises au Sénat. On n'avait jamais eu ça. Les moyens mis en œuvre aujourd'hui. L'État qui est généreux, c'est l'État macronien est généreux avec nous, on peut pas dire le contraire, hein, puisque aujourd'hui on n'a pas d'autre choix que d'emprunter pour pas mourir. Voilà. Bon. Et puis, moi, j'ai quand même bien aimé les déclarations du président de la République en Polynésie. J'ai bien écouté son discours. D'ailleurs, je conseille aux Calédoniens d'aller l'entendre sur YouTube. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, vous êtes dans une zone où les 2 grandes puissances mondiales, la Chine et les États-Unis, vont s'affronter. Et ça va être au cœur, là, au cœur du Pacifique, au cœur de votre Pacifique. Et donc, si vous êtes tout seul, si vous êtes isolé, vous allez mourir. Il dit les choses en clair. Et il dit, vous avez une chance d'être français. Vous, les Polynésiens, mais vous, les Calédoniens, et vous, les Wallisiens et Futuniens, vous avez une chance d'être français. Pourquoi ? Parce que la France, c'est un grand pays qui a une politique, il en a une manifestement, qui a des alliés, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Japon, etc. Et puis, c'est votre protection, c'est votre garantie, etc., etc. C'est tout à fait important. Ça veut dire que le président de la République, il a pour la Calédonie, enfin pour la zone Pacifique, il a une stratégie, il a une politique. On n'avait pas vu ça avant, hein, franchement. Dites-moi quelle était la politique de François Hollande sur le Pacifique. Voilà. Dans un mois, il y a un référendum. Dans 5 mois, 6 mois, il y a les élections présidentielles. Oui. Vous allez vous y engager ? Vous allez soutenir Alors, moi, vous savez, je pense que... On n'a pas encore le liste entier de tous les candidats. Hein, oui. Mais... Alors, on n'a pas tous les candidats. C'est vrai que j'aime bien M. Zemmour. Je dois le reconnaître. Il est conforme à mon tempérament, M. Zemmour. Mais il n'a pas fait acte de candidature encore. Je le dis d'autant plus devant vous que je sais aussi que vous avez aussi une belle oreille pour les discours de M. Puis vous avez lu tous ses livres, voilà. Mais c'est mon travail, hein, je lis tout. Mais vous savez, pour moi, une élection, et en particulier l'élection présidentielle, qui est l'élection principale, c'est de voter pour son intérêt. C'est quand même ça, c'est comme ça. Faut être pragmatique. Donc, ça veut dire que moi, j'incite les Calédoniens à s'engager pour M. Macron. Et puis d'abord, il faut commencer à lui montrer. Pourquoi ? Parce que le 13, quand on va aller lui dire retour de la République, c'est mieux lui dire qu'on va voter pour lui. Bien sûr, bien sûr. Et puis vous savez, j'ai été frappé par l'accueil des Polynésiens de M. Macron.
C'est-à-dire qu'ils ont fait ça de manière grandiose, comme nous, on ne saurait pas faire, d'ailleurs, comme nous, on ne saurait pas faire. Eh bien, est-ce que vous croyez que les Tahitiens font ça, ou les Polynésiens font ça par hasard? Non, ils font ça parce que ils ont bien conscience de leur intérêt. Et donc, M. Macron a bien s'en souvenir. Ça. Alors, s'il se souvient que les Polynésiens ont voté pour lui, puis nous, on n'a pas voté pour lui, alors qu'il a pris des risques, en mettant un référendum le 12, etc., il ne va pas comprendre. Il risque de nous en vouloir. Et donc, vous savez, je disais ça hier, la question, elle est très simple, c'est Monsieur Macron va être réélu, parce que c'est bien ce que je pense, c'est bien ce que je vois, c'est bien ce que disait le sondage. Monsieur Macron va être réélu, donc notre intérêt, c'est de voter pour lui. Ah, c'est un soutien par intérêt, pas par adhésion. Bien sûr que oui. Parce que pour un vieux RPR comme vous, qui a milité dans tous les mouvements... Oui, mais le vieux RPR comme moi... C'est une révolution culturelle, un peu. Oui, mais parce que je suis aussi particulièrement déçu des Républicains. Enfin, regardez, moi, il y a un sondage qui m'a marqué, hein. C'est celui qui est mieux placé, c'est Xavier Bertrand. Et quand on regarde comment les Français votent, eh ben les Français jeunes qui travaillent, c'est de 18 ans à 50 ans, c'est comme ça. Il y en a 6% qui sont pour monsieur Xavier Bertrand. Et après, au-dessus de 85 ans, c'est 85%. Bah oui, mais c'est un parti qui meurt. Voilà. La vérité, c'est là. Puis après, je constate que il y a des bons aussi, des républicains qui sont partis chez monsieur Macron, hein, voilà. Voilà. Alors, on est dans un territoire qui a eu beaucoup de difficultés. Il faut faire attention. Il faut avoir l'État de notre côté, quoi. Voilà. Alors, si les indépendantistes veulent voter pour Macron aussi, c'est parfait. Ils seront entendus aussi qui votent pour monsieur Macron. Voilà. Mais Elisabeth, si l'émission est terminée, je voulais terminer par un hommage, si vous me permettez. Oui, on va bientôt la terminer. Allez-y. Alors, vous n'avez pas d'autres questions? Bon. Ah ben non, après votre coming out macronien, allez-y. Voilà. Bon. Alors, je voulais rendre un hommage. Et cet hommage, je voulais vous le rendre à vous. À vous. Pourquoi? Parce que personne n'a défendu aussi bien la Calédonie française que vous. Et pourquoi je dis ça? Parce que depuis 1985, c'est pas dire inlassablement, tous les jours, plusieurs fois par jour, vous défendez la Calédonie française. Avec détermination, avec intelligence, mais aussi avec objectivité. Et ça, franchement, je voulais vous le dire ici à l'antenne, parce que souvent, les gens s'en aperçoivent pas, mais vous avez fait un boulot considérable, depuis 1985, ça fait un sacré bout de temps, quoi. Vous avez consacré votre vie professionnelle à la radio, et puis je sais bien comment vous travaillez ici, hein, le matin de bonne heure, parce que ça commence à 6h30, les news, et puis le soir, c'est 9h, quoi, hein, si c'est pas plus tard, hein, voilà. Donc je voulais vous le dire. Eh ben merci, Harold Martin, et c'est la fin de ce magazine Transparence, magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après votre édition de 17h45, et que vous pourrez retrouver dans un instant podcast audio et vidéo sur notre site internet. Excellent après-midi à tous, prochain rendez-vous d'infos à 13h.